je suis toujours troublée de voir à quel point il y a en réalité chez la plupart des gens une méconnaissance absolue de ce qu'est l'expérience juive de l'autre. Bien souvent, d'ailleurs, il s'agit de la caricaturer. Voilà, on caricature très souvent, je trouve, l'expérience juive américaine ou l'expérience juive française ou les différentes dénominations juives dans leur richesse et dans leur diversité. Et moi, je pense qu'il est grand temps d'être capable de beaucoup mieux s'écouter. Rabbin du judaïsme en mouvement, Delphine Orviller peut être la personnalité de la communauté juive française la plus médiatisée et aussi l'auteur de plusieurs livres, dont Vivre avec nos morts, paru en 2021, qui parle, comme son nom l'indique, de la mort et du point de vue rabbinique original que Delphine Orviller pose sur cette question. Ce matin, je reçois Madame le rabbin Orviller pour en parler. Bonjour Delphine et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Mickaël, bonjour à vous tous. Alors, vous êtes en Israël où vous avez participé, vous étiez sur scène pour des conversations face à un public nombreux. Vous avez livré beaucoup d'éléments de votre vie personnelle. Et ce matin, donc, je voudrais qu'on parle de votre livre. Et ma première question sera, est-ce que cette relation avec la mort, cette question, est-ce que c'est une question qui vous taraude au quotidien dans votre fonction rabbinique et dans votre vie personnelle? À quel point c'était important pour vous, et surtout après ces 2 années de Corona, de publier ce livre sur ce sujet? D'abord, merci beaucoup pour cette invitation. Je voudrais commencer juste en disant à quel point c'est toujours extrêmement émouvant pour moi d'être en Israël et j'ai eu la chance effectivement de pouvoir m'exprimer à Tel Aviv à l'invitation de David Lefkovitch et c'était voilà pour moi un moment important que de retrouver Israël, particulièrement dans ce moment où effectivement avec la crise sanitaire, on a eu l'impression qu'il était si difficile de garder le lien, en tout cas de garder le lien physique, de venir ici. Alors écrire sur la mort, c'est une idée que je repoussais en fait depuis des années. J'ai écrit des livres précédents qui étaient des essais sur des sujets très différents. Ça fait des années que beaucoup de gens autour de moi m'incitaient à écrire sur ce sujet. Pourquoi ? Parce que au cœur de mon activité rabbinique, de l'accompagnement pastoral qui est au cœur de la fonction rabbinique, le fait d'accompagner des familles dans le deuil, de se retrouver si souvent dans les couloirs des hôpitaux, des soins palliatifs, des maisons d'endeuillés, des cimetières, a fait que très souvent ces dernières années, mes proches m'ont dit « Mais comment est-ce que tu vis cela ? Quel effet est-ce que ça a pour toi d'être au contact de la mort si souvent ?» Et j'ai très longtemps éludé cette question un peu pour m'en protéger. En fait, j'étais pas sûre d'avoir la force d'écrire sur ce sujet-là. Et finalement, dans le contexte de cette pandémie, effectivement, ça s'est imposé. Beaucoup de gens autour de nous ont vécu des deuils terribles, voire impossibles, dans des conditions inimaginables. J'ai commencé alors à écrire ce livre et très vite, ce livre s'est imposé dans son écriture très différemment. J'ai très vite compris que ça pourrait pas être un essai, mais que pour écrire sur la mort, il fallait être prêt vraiment à se dévoiler et à raconter ses propres failles, ses propres deuils. Donc c'est un livre effectivement beaucoup plus personnel où je parle de la mort, comment la tradition juive l'envisage et comment elle a croisé ma route à moi aussi. Alors, vous racontez dans votre livre que vous ne rentrez pas directement chez vous après avoir officié dans un enterrement, comme pour laisser quelque part la mort en dehors de votre vie. Vous évoquez d'ailleurs aussi le nom donné en hébreu au cimetière, le Bet HaChaim, la maison de vie. Est-ce que, comme le titre de ce livre, est-ce qu'on vit tout le temps avec nos morts ? Vous savez, dans la tradition juive, il y a ce geste très particulier. Quand on sort du cimetière, on se lave les mains. Alors, on peut l'interpréter de bien des manières, mais effectivement, c'est comme une ritualisation du sas que chacun tente de créer entre le monde des morts et le monde des vivants. Il y a aussi une tradition juive de ne pas rentrer directement chez soi quand on sort du cimetière. C'est quelque chose de très traditionnel. Je me rends compte que je l'ai mis naturellement en place dans ma vie il y a de ça très longtemps. Mais je crois que, en fait, on est tous conscients que la vie et la mort ne sont pas séparées par des frontières hermétique et qu'en réalité, il y a toujours une porosité dans nos vies entre les morts et les vivants, c'est-à-dire entre ceux qui ne sont plus là mais qui continuent de nous hanter d'une manière très particulière, et également nos morts, c'est-à-dire les morts que nous avons eu à vivre, ce qui a dû mourir en nous pour que nous continuions d'être. Et je crois que tout cela nous invite à penser à quel point la vie et la mort se tiennent la main, en fait, dans nos existences. Et tout l'enjeu est de réussir, en bien des occasions de nos vies, à faire gagner le vivant, c'est-à-dire à s'assurer que ce qu'on appelle en hébreu l'echaim, le choix de la vie, aura le dernier mot, même quand la mort toque à nos portes.
Alors, vous évoquez la tradition juive, quand on va sur les tombes des proches au cimetière, de déposer une pierre. D'où vient cette tradition? Comment vous l'interprétez? Mm. Alors, bien entendu, comme toujours dans la tradition juive, il y a énormément d'interprétations différentes à cette tradition qui est très connue. Je me suis rendu compte que même dans le monde non juif, beaucoup de gens connaissent cette tradition et savent que les juifs au cimetière ne mettent pas des fleurs, mais des cailloux. Alors, une des explications à ça, on va dire très imagée, c'est que le judaïsme considère que le souvenir des disparus, contrairement à un bouquet qui fane très vite, ne va pas disparaître, mais s'inscrit au contraire comme une pierre solide, durable, dans une permanence. Il y a quelque chose presque de minéral dans le souvenir, quelque chose qui ne va pas facilement disparaître et qui nous accompagne. Après, il y a des explications beaucoup plus pragmatiques. On raconte par exemple que la tradition voulait il y a longtemps qu'on couvre les tombes de cailloux, tout simplement pour protéger cette tombe des bêtes sauvages qui pourraient éventuellement creuser la terre ou porter atteinte à la dépouille de nos morts. Donc les cailloux, d'une certaine manière, agissaient comme une barrière de protection. Certains nous disent que ces cailloux servaient tout simplement à marquer le lieu des sépultures, indiquer, par exemple, aux Kohanim, vous savez, les Kohanim, en principe, n'ont pas le droit d'entrer dans les lieux de mort, dans les cimetières ou dans les lieux où il y a des cadavres. Et donc, ça indiquait sur la route où se trouvaient ces sépultures. Moi, il y a une autre explication qui, celle-ci, est étymologique, qui me parle beaucoup, qui est basée sur un jeu de mots. En fait, le caillou en hébreu se dit even. Et quand on écrit ce mot even, on se rend compte qu'il est en fait un condensé, un agglomérat, on va dire, entre Av et Ben. Even, c'est Av et Ben, c'est-à-dire les parents, Avot, et les enfants, Banim, qui dans une pierre se trouvent rassemblés, collés les uns aux autres. Et c'est comme si poser un caillou sur la tombe de quelqu'un était d'une certaine manière se déclarer son héritier, même si cette personne n'est pas notre parent. En plaçant un caillou, d'une certaine manière, on affirme qu'on s'inscrit dans sa filiation ou dans son héritage. Alors, votre livre, vous l'avez dit dimanche soir à Tel Aviv, va être traduit dans plein de langues. C'est un très gros succès en France et pas seulement dans la communauté juive. Beaucoup de gens le lisent et découvrent ainsi le regard juif sur les morts. Mais vous avez dit qu'il ne sera pas traduit en hébreu. Comment vous vivez ça? Comment vous comprenez ça, que ce livre apparemment n'intéresse pas les éditeurs ici en Israël? Oui, alors ce livre, effectivement, j'étais la première surprise du succès qu'il a remporté, de la réponse et des retours que j'ai eus à la parution du livre. Et il fait partie aujourd'hui, à ma grande surprise, des plus grandes ventes de livres de l'année en France. Ça veut dire qu'il a été lu beaucoup par les juifs et des non-juifs, par des gens venant d'horizons très différents, ayant un rapport à la religion très différent, pour certains se définissant comme très éloignés ou très athées. Et effectivement, j'ai eu la chance de le voir acheté dans le monde entier, donc il va être traduit là maintenant dans beaucoup de langues, y compris voilà le coréen, bien entendu l'espagnol, l'italien, l'allemand, l'anglais, etc. Et effectivement, pour l'instant, il n'est pas en traduction en Israël. Alors peut-être que il va être acheté par un éditeur israélien, mais c'est intéressant. Alors le marché israélien, certes, est un tout petit marché pour les éditeurs européens, mais c'est une source de réflexion pour moi. Ce que certains éditeurs suggèrent et qui m'interpelle, alors je sais pas, c'est quelque chose sur lequel il faudrait réfléchir, c'est que bien souvent Israël n'est pas intéressé à traduire des ouvrages qui parlent du judaïsme, comme si, il faut se poser la question effectivement de pourquoi, comme si d'une certaine manière en Israël on considérait qu'on n'a pas grand-chose à apprendre des penseurs de la diaspora, quelle que soit leur dénomination d'ailleurs. Il y a très peu de penseurs du judaïsme dans le monde qui sont traduits en hébreu. Certains me racontaient par exemple qu'un grand rabbin très connu, le rabbin Sachs, Jonathan Sachs, a mis très très longtemps à avoir ses livres traduits en hébreu. Alors il y a quelque chose d'assez troublant, mais qui peut-être amène à réfléchir à une autre question, une question, j'imagine, dont vous parlez très souvent sur les antennes de Kalita, qui est le lien entre Israël et la diaspora. Dans quelle mesure on est prêt à s'écouter, à s'entendre, à être prêt à écouter ce que l'autre a à nous enseigner. Voilà, ça c'est une grande question que je laisse ouverte. Alors justement, sur cette question, je voudrais revenir un peu sur cette question. Vous avez vécu en Israël, vous connaissez bien ce pays,
Et cette passerelle entre Israël et la diaspora, est-ce que vous pensez que vous pouvez l'améliorer? Est-ce que vous êtes intéressé à améliorer ces relations entre les Juifs français qui vivent ici, qui ont fait le choix de l'Aliyah, et ceux qui sont en France? Est-ce qu'il peut y avoir des contacts, pas uniquement des contacts familiaux et amicaux, mais est-ce qu'il y a un apport mutuel des deux communautés? En fait, plus que jamais, moi, ça me semble nécessaire. C'est vrai que vous le disiez, moi, j'ai eu la chance de vivre très longtemps en Israël, de vivre longtemps aux États-Unis, de vivre, bien sûr, en France, où j'ai grandi et où je vis actuellement. Et donc, c'est vrai que j'ai l'impression de bien connaître ces différentes communautés juives, et je suis toujours troublée de voir à quel point il y a en réalité, chez la plupart des gens, une méconnaissance absolue de ce qu'est l'expérience juive de l'autre. Bien souvent, d'ailleurs, il s'agit de la caricaturer. Voilà, on caricature très souvent, je trouve, l'expérience juive américaine ou l'expérience juive française ou les différentes dénominations juives dans leur richesse et dans leur diversité. Et moi, je pense qu'il est grand temps d'être capable de beaucoup mieux s'écouter. Je ne sais pas dans quelle mesure des gens comme moi ou d'autres vont pouvoir jouer un rôle là-dedans, mais c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Moi, voilà, vous le savez peut-être, j'ai toujours essayé de garder ouvertes toutes les portes de la discussion, y compris avec le monde orthodoxe et très orthodoxe. J'ai des liens très particuliers ici avec voilà, des rabbins orthodoxes, très orthodoxes. Je constate souvent qu'il y a en Israël beaucoup de clichés sur, par exemple, le judaïsme progressiste de la diaspora, sur des mouvances qu'on appelle parfois libérales ou progressistes ou égalitaires ou massorti. Une reconnaissance qui rime avec énormément parfois du mépris, mais souvent, voilà, beaucoup de clichés qui sont véhiculés à cause d'une méconnaissance de l'expérience de l'autre. Et si effectivement on peut contribuer à apaiser cela, se connaître un peu mieux, dans notre intérêt commun à tous, eh ben, j'espère pouvoir y contribuer. Alors, ma dernière question, justement, sur ce sujet. L'année dernière, on vous a vu en Zoom échanger avec le rabbin Eliezer Melamed, figure centrale du sionisme religieux, une personnalité orthodoxe qui a été extrêmement critiqué pour cette rencontre virtuelle avec vous. Est-ce que vous voyez ici, dans cette rencontre, justement, un changement des mentalités en Israël? Et est-ce que vous êtes sorti avec un sentiment positif, justement, de changement peut-être dans les mentalités de l'establishment rabbinique orthodoxe en Israël? Et est-ce que vous pensez qu'en France, ça peut aussi arriver dans les relations avec vos confrères orthodoxes à Paris? Vous savez, je crois que le changement n'arrive pas par un changement de mentalité de l'establishment rabbinique. Je crois qu'il change quand se créent des liens à un niveau humain, interpersonnel. Encore une fois, je crois que les institutions ne changent pas tant que des individus qui les fréquentent ou qui s'y reconnaissent de l'intérieur ne sont pas prêts à passer le pas. On a mis l'exemple de ça. Encore une fois, effectivement, moi j'ai la chance de connaître, de dialoguer avec des rabbins orthodoxes ou ultra-orthodoxes en Israël. Bien entendu, aux États-Unis, c'est le cas aussi, mais c'est d'une certaine manière beaucoup plus facile parce que le pluralisme religieux est plus développé dans les communautés juives américaines. C'est encore très souvent difficile ou résistant en France et en Europe, mais je crois que les choses changent de l'intérieur. Vous savez, je pensais ces derniers jours beaucoup en écoutant l'actualité israélienne autour de l'affaire Chaim Walder, ce qui est en train de se passer au sein du mouvement Haredi, ce que certains ont appelé d'une façon un peu peut-être caricaturale un MeToo Haredi. On voit bien aujourd'hui que les institutions ne changent pas par leur leadership, elles changent quand à l'intérieur d'une sensibilité, il y a des hommes et des femmes, des gens qui ont fait le choix de parler autrement, de parler avec d'autres gens. Donc je crois beaucoup plus au changement de l'intérieur du système et de sa base que d'une décision officielle d'un leadership. Merci beaucoup Delphine Orvillard pour cet entretien. Et je rappelle donc que votre livre Vivre avec les morts est toujours en vente partout en France et en Israël aussi maintenant. Merci Delphine et bon retour à Paris. À bientôt sur nos ondes. Merci à vous tous. Bonne journée à vous.